l'a vu à la fin de la précédente table ronde, un des grands enjeux qui se posent pour demain, pour ces professions et ces professionnels, c'est bien évidemment la formation. Formation et les carrières qui sont derrière, autour de compétences renforcées, élargies, mieux reconnues aussi, autour des enjeux de l'autonomie et de l'autonomisation. Comment mieux penser cette formation? Comment mieux accompagner ces carrières? On va en parler tout de suite dans cette nouvelle table ronde. Jingle. Alors nous allons voir avec nos intervenants comment mieux reconnaître, comment mieux accompagner aussi l'expérience autour des nouvelles missions, comment le faire dans le champ de la formation, des carrières, des métiers du médico-social. Et avec nous, nous avons 3 intervenants. Anne-Marie Arborio, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université d'Aix-Marseille, chercheuse au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Vous travaillez depuis longtemps sur les parcours des aides-soignantes et avez notamment conduit des travaux sur la mise en œuvre de la VAE, censée ouvrir des perspectives, en particulier aux faisans fonction, souhaitant accéder au poste d'aide-soignante. On en parlera. Nous avons aussi en direct de Suisse, normalement, si elle est avec nous, Iris Lofeyer. Iris, vous êtes avec nous? Oui? Vous nous entendez? Sociologue adjointe... Voilà, on vous entend aussi. Sociologue adjointe scientifique à la Haute École de Santé Publique de Vaud, du canton de Vaud en Suisse. Vous avez travaillé notamment sur la transformation des pratiques professionnelles par la formation dans le champ du grand âge. On va en parler avec nous, Bertrand Hagenmüller, en direct de Marseille, si je ne me trompe pas, c'est ça? Absolument. Où il fait beau, j'imagine, documentariste. Absolument. Bonjour. Auteur de nombreux films sur les métiers du social et du bonjour du médico-social. Vous mettez également votre expertise de sociologue et de documentariste au service de la formation auprès des personnels d'établissement pour travailler à l'évolution des postures et redonner du sens et aux missions et aux métiers. Ok, on va commencer avec les carrières, avec vous Anne-Marie. Alors du coup, on parlera de formation tout à l'heure, on va parler de carrière et c'est un enjeu aussi important. Comment ces formations, cette expertise peut être portée aussi dans le cadre de carrière. Et on sait que c'est un enjeu très important pour les aides-soignantes qui sont accompagnées, un métier dont on a parlé depuis ce matin, qui cherche un peu à s'affirmer, à trouver sa place et pour lequel il y a des besoins de poste, mais aussi beaucoup de faisans-fonctions qui sont présents dans les établissements. Et ce métier a pendant longtemps été un petit peu... Vous parlez dans certains de vos articles de serpillothérapie pour évoquer la manière dont il a pu être peu considéré aussi à certains moments. Qu'est-ce qui explique pour vous que ces métiers des aides-soignantes, avant qu'on regarde les enjeux de carrière et de VAE, aient mis autant de temps à être reconnus dans le champ du médico-social ? Alors bon, il y a bien sûr de nombreuses raisons, mais on peut en retenir quelques-unes. Donc la première raison, c'est que dans le champ de la santé, et Cécile Fournier l'a évoqué aussi ce matin, il y a un certain nombre d'autres professions plus légitimes, plus anciennes, plus prestigieuses, plus avancées dans le processus de professionnalisation, donc les médecins, mais aussi les infirmières, qui de fait laissent un peu dans l'ombre en fait les autres intervenants. La deuxième raison pour se centrer davantage sur le métier d'aide-soignante tient aussi à son histoire justement et à son invention dans l'ombre en fait du métier d'infirmière, puisque le métier d'aide-soignante est né de manière un peu fortuite à l'hôpital, en tant que a été créé en fait comme catégorie de reclassement pour les personnels qui étaient nommés infirmiers mais n'avaient pas le diplôme, puisqu'à l'époque il était possible jusqu'à l'après-Deuxième Guerre mondiale d'exercer même comme infirmier sans diplôme. Et lorsque justement on a associé au titre d'infirmière, on a exigé un diplôme, ces personnels étaient présents avec leur expérience et on a décidé, plutôt que de s'en séparer ou de les déclasser comme agent de service, de créer cette catégorie intermédiaire entre l'agent de service et l'infirmière, donc aide-soignant, qui était une catégorie donc tout à fait provisoire, mais finalement qui est apparue comme intéressante pour recomposer la division du travail et à laquelle petit à petit on a associé un certificat d'aptitude, une formation, puis un diplôme professionnel, voilà, qui ont contribué à une forme de reconnaissance de ce métier, à qualifier les personnes en poste, et donc qui est né en fait d'abord dans le champ de la santé à l'hôpital et qui a tardé en fait aussi à entrer dans
le champ médico-social, où il est toujours, enfin c'était le cas aussi pour les infirmières, les historiens comme Christian Cheventier l'ont montré, la moindre technicité supposée des soins auprès des personnes âgées a fait qu'on a, dans un premier temps, été un petit peu moins exigeant en termes de qualification. Et puis donc voilà, cette catégorie finalement a eu longtemps à garder ce côté un peu intermédiaire entre ménage et soins, d'où on rencontre ce terme de serpillothérapie que vous avez relevé. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu indéfini, même s'il me semble qu'aujourd'hui, le côté malgré tout soignant, et les compétences professionnelles des aides-soignantes sont davantage reconnues. Mais je dois quand même ajouter aussi une dernière raison, si vous permettez. C'est aussi qui concerne le métier d'aide-soignante et d'autres, c'est la féminisation de ces métiers. Et j'entends par là le fait que ces métiers soient exercés très majoritairement à plus de 90% par des femmes, sans évolution aucune. Les hommes ne sont jamais précipités pour les exercer. Et puis, dans féminisation, il y a l'idée que les compétences qu'ils requièrent seraient naturellement féminines, que les femmes auraient forcément du goût pour le soin d'autrui, seraient naturellement bienveillantes, empathiques, etc. Et donc, cette interprétation naturalisante, finalement, est une manière de nier d'abord la construction sociale de cette division du travail sexué qui se produit en effet dans l'espace domestique où les femmes sont plus souvent chargées des soins aux enfants, à leurs parents, etc. Mais aussi dans l'espace professionnel. Et donc à nier en fait les compétences professionnelles importantes, parfois très techniques, très spécifiques, que requiert un métier de soins auprès de personnes malades, avec des maladies parfois très graves, alitées, dépendantes. Voilà. Et donc évidemment avec des conséquences aussi, c'est ce qui a empêché la reconnaissance aussi salariale de ces métiers. On en a aussi beaucoup parlé ce matin. Voilà. Mais ceci dit, parmi l'ensemble des métiers d'accompagnement, disons, des personnes malades ou dépendantes, le métier d'aide-soignante est quand même peut-être le plus avancé dans la professionnalisation, le plus reconnu, ce qui fait qu'il est en même temps un horizon plutôt enviable pour d'autres professionnels, auxiliaires de vie sociale ou faisant fonction, justement, qui aimeraient disposer de ce diplôme pour avoir quand même une forme de reconnaissance que n'ont pas forcément les autres diplômes. Oui, et il y a eu ce diplôme d'État qui est arrivé et qui donc donne aussi ce cursus, ce cadre et qui est arrivé. Et néanmoins, même s'il est là, on a encore, vous le dites, beaucoup de faisans fonction. Et d'ailleurs, il y a des annonces, des offres d'emploi pour exercer comme faisant fonction chez un certain nombre d'établissements, tellement la pénurie est forte. Et ces faisant fonction, c'est majoritairement des femmes, vous l'avez dit. La reconnaissance pour elles, au bout d'un certain nombre d'années, elle est importante. Elle peut passer par l'expérience. Elle passe par la VAE, la fameuse validation des acquis d'expérience. Elle est instaurée depuis 2005. Donc on se dit, voilà, le chemin est tracé, le chemin est ouvert d'une carrière. C'est un entretien de validation sur 4 qui permet d'obtenir le précieux sésame. Donc le chemin est là, mais il est pentueux et il est ardu. Et dans une de vos études, et on entend déjà dans votre première réponse tout l'humanisme que vous mettez dans votre travail, vous êtes allé à la rencontre de ces faisans fonction pour essayer de comprendre un petit peu quels sont leurs parcours, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs spirales d'échecs pour certaines, qui passent jusqu'à 5 fois de suite cette VAE. Quels sont les profils des femmes que vous avez rencontrées qui veulent accéder à cette VAE et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus surpris dans ces rencontres ? D'abord, c'est vrai qu'il est assez paradoxal de publier des annonces pour recruter des faisans fonction, parce que les faisans fonction, ça existe depuis longtemps à l'hôpital même, ça existe dans d'autres métiers. En général, c'est une position un peu transitoire qui est occupée par des personnes qui s'engagent un peu plus dans le métier et qu'on va envoyer en formation. Or là, en effet, les personnes que j'ai rencontrées qui se présentaient en VAE ont exercé comme faisant fonction d'aide-soignante de manière durable. Ça, c'est la première caractéristique. Donc, bien sûr, au moins 3 ans, puisque au moment de mon enquête qui s'est passée entre 2016 et 2018, il fallait 3 ans d'expérience, mais ça a été réduit, j'en reparlerai peut-être, mais on avait aussi des personnes qui exerçaient comme faisant fonction depuis 15, 20, 25 ans, toute une carrière comme faisant fonction.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, donc ils n'avaient jamais eu de perspective de se former, de devenir aide-soignante, alors même que dans leur établissement, on leur faisait relativement confiance pour exercer des gestes d'aide-soignant. Alors, déjà, la première question, c'est pourquoi n'ont-elles pas été envoyées en formation? Il peut y avoir deux raisons. Cela peut venir de l'établissement, d'abord, qui n'a pas de politique de formation de ses personnels, qui ne les a pas jugées peut-être dignes, mais dans ces cas-là, pourquoi les garder comme faisant fonction? Cela peut venir aussi des personnes elles-mêmes qui peuvent être parfois réticentes à suivre la formation pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elles sont souvent des personnes qui sont très éloignées de l'école et qui ont très peur à l'idée de retourner à l'école et de subir encore des sanctions, les mêmes sanctions qu'elles ont subies dans le système scolaire. Dans ces cas-là, la VAE leur paraît une meilleure voie. C'est aussi le cas, on y pense peut-être moins, parce qu'ici on est à Paris, on travaille dans des grandes villes, mais des personnes qui exercent dans les établissements dans le milieu rural, qui sont donc très éloignés des centres de formation, qui n'ont pas envie de faire le matin et le soir des trajets très longs, dans des zones de montagne aussi, donc faire ces trajets sous la neige en hiver, qui sont coûteux, voilà. Et qui donc ont refusé parfois des propositions de formation de leurs employeurs. Bon. Maintenant, pour répondre à votre question sur ces personnes qui, à la fois, on a compris, elles n'ont pas voulu aller en formation, mais pourquoi échouent-elles en VAE alors qu'elles ont une expérience parfois très très longue, comme je l'ai dit. Et qu'est-ce qui m'a frappée là-dedans? La première chose qui m'a frappée, c'est leur engagement dans le métier. C'est-à-dire qu'on peut être très engagé dans son métier, en parler très positivement, être très heureuse de le faire et échouer en VAE. Et donc, ça veut dire que c'est évidemment une sanction qui est un petit peu terrible. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est aussi leur éloignement par rapport à l'exercice demandé en VAE, c'est-à-dire leur méconnaissance totale de ce qui allait leur arriver, par exemple en se présentant lors de l'entretien. Leur méconnaissance aussi de l'exercice qui apparaît dans le rendu de leur livret, dans lequel elles doivent, en préalable à l'entretien, rapporter toute leur expérience, raconter des situations de travail dans lesquelles elles ont pu mettre en œuvre les compétences, leurs compétences d'aide-soignante. Et ça témoigne évidemment de l'absence d'accompagnement qui a été le leur, le fait qu'elles se sont présentées parfois de manière un peu isolée à la VAE, parfois toutes seules, parfois sans en parler beaucoup à leur employeur ou à leur entourage, parfois par crainte de l'échec justement. Et puis, autre chose qui est frappante, on en parle depuis ce matin en fait, mais dans le récit qu'elles font au cours des entretiens de validation ou d'invalidation dans leur cas auxquels j'ai assisté, ce sont des conditions de travail qu'elles rapportent et dont on comprend très très vite qu'elles ne leur ont pas permis et qu'elles ne leur permettront peut-être jamais de réussir. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent de manière isolée, donc il n'y a pas de collègues formées, diplômées pour leur montrer les bonnes pratiques. Elles travaillent en étant pressées, en ayant une grosse charge de travail. Donc, quand bien même elles se documentent un petit peu pour voir comment on fait, elles n'ont pas le loisir d'appliquer les choses dans les règles de l'art, dans leur établissement. Et donc, elles sont en fait, même si elles ont envie de faire du bon travail, elles en sont empêchées en fait par ces conditions-là. Ça, c'est une chose qui est vraiment assez étonnante dans vos travaux. C'est tout d'un coup cette espèce de tension au moment où tout devrait se résoudre entre la réalité du travail effectué et la demande du travail théorique qu'il va falloir faire. Vous dites, elles ne savent pas quand elles répondent, si elles doivent répondre de ce qu'elles font ou de ce qu'elles devraient faire. C'est au moment où on passe devant un jury, c'est compliqué comme chose. Oui. Et vous dites aussi que ce temps du jury est un temps où on va leur demander d'être dans une approche très formelle de leur métier. Vous racontez à un moment qu'on leur tend des pages A4 en leur disant « dessinez-nous comment vous faites une toilette, dessinez-nous comment vous nettoyez telle ou telle partie ». Et elles ne savent pas faire ça avec un stylo et un papier. Oui, oui, il est vrai que les exercices finalement qui sont proposés, mais il faut bien proposer quelque chose pour évaluer en fait ce qu'elles savent faire. Mais le choix qui a été fait, ce sont des exercices qui sont très très loin
des situations professionnelles. Donc il faut rédiger un livret dans lequel on raconte des situations de travail, dans lequel on va faire état de ses compétences. Et donc, pour des personnes qui ont souvent des difficultés de maîtrise de l'écrit, d'abord, et puis pour qui c'est difficile de rendre compte avec des mots de pratiques qui sont en fait incorporées. Voilà. Alors parfois, dans l'entretien oral, elles les miment. Alors si elles doivent dessiner ou prendre de manière très abstraite une feuille de papier comme si c'était un lit et dire par où elles commencent, etc. Bon, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Elles doivent mimer aussi la manière dont elles utilisent, par exemple, un lève-malade. Alors voilà, donc il y a toute une scénographie du lève-malade en entretien. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui est en effet compliqué pour la plupart des candidates de se trouver dans ces situations-là. Alors, ce que je veux dire par rapport à parce que vous avez évoqué la statistique, du taux d'échec sur les tentatives d'entretien oral une année donnée. Mais moi, dans mes travaux, j'ai essayé de reconstituer des cohortes, de suivre des cohortes de candidates de manière longitudinale. Et je me suis aperçue, par exemple, que parmi celles qui avaient entamé la démarche, c'est-à-dire qui avaient d'abord entamé la démarche de recevabilité, c'est-à-dire essayer de prouver qu'elles avaient bien 3 années d'expérience, une fois qu'elles avaient bien prouvé cela, 1 sur 2 seulement rendaient leur livret. C'est-à-dire qu'il y a déjà un échec par renoncement face à cet exercice qui leur paraît très très compliqué. En assistant aux oraux, j'ai vu aussi des manœuvres un peu désespérées de candidates dont le jury voyait assez rapidement qu'elles avaient plagié. Voilà. Parce que ne s'en sortant pas, ne se faisant pas confiance pour raconter exactement ce qu'elles faisaient, elles avaient recopié des choses ici et là, ce qui se voyait rapidement. Et donc ça, c'était assez triste parce que ce sont des personnes qui, encore une fois, sont engagées dans leur métier, font des choses bien, mais sont découragées par les exercices qui leur sont proposés. Vous racontez bien dans vos travaux à quel point c'est des échecs qui s'additionnent, et à chaque fois qu'ils s'additionnent, c'est une spirale qui s'engage et qui se creuse, de l'échec et puis d'une forme de précarisation aussi, avec un autre acteur qui est important là-dedans, qui est l'employeur. Dans quelle mesure il y a un enjeu, sinon une responsabilité de ces employeurs à mieux les accompagner dans le parcours de préparation pour qu'elles ne renoncent pas et qu'elles arrivent? Oui, donc c'est vrai que j'ai un peu évoqué l'accompagnement, c'est quelque chose qui est important compte tenu justement des exigences de l'exercice et même des compétences qui sont très importantes de l'aide-soignante et qui, de fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que la quasi-totalité des candidates exercent en EHPAD, éventuellement dans des unités de soins de longue durée, dans des services de gérontologie, rarement dans d'autres structures. Donc déjà, leur expérience du métier d'aide-soignante est très partielle, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'occasion de faire un certain nombre de gestes et donc d'acquérir certaines compétences nécessaires pour passer le diplôme d'état d'aide-soignante qui leur permettra d'exercer dans tout établissement. Et donc parfois, elles n'ont vraiment à exercer qu'en EHPAD. Et comme je l'ai dit, dans des conditions qui ne sont pas toujours bonnes. Donc il est important de les accompagner à la fois pour mieux connaître et réaliser les exercices spécifiques de la VAE, pour acquérir peut-être les compétences complémentaires. Et là, c'est ce que j'ai vu aussi dans les candidats qui réussissent, parce qu'il y en a quand même. Ce sont souvent des personnes à qui... alors, c'est pas forcément un accompagnement formel, ce sont parfois des collègues, une collègue infirmière qui leur apprend à prendre les constantes, qui leur donne des fiches, des cours, qui leur apprend à interpréter des résultats... et à connaître des gestes d'urgence, voilà. Donc il y a aussi tout un accompagnement formel. Du côté des employeurs, oui, j'ai relevé, finalement ça m'a beaucoup surprise, que très peu de candidates étaient accompagnées. J'avais noté dans un rapport de l'IGAS, publié je crois en 2016, qu'il était préconisé de rendre obligatoire
l'accompagnement pour tous les diplômes de niveau 5 et de niveau 4. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui est spécifique au diplôme d'aide-soignante, hein. Il y a des fractions de la population qui n'ont pas eu la chance d'aller longtemps à l'école, qui méritent d'être accompagnées après coup pour faire mieux leur métier et pour progresser dans leur carrière. Alors pourquoi les employeurs n'accompagnent pas davantage leur personnel alors qu'ils ont besoin d'avoir du personnel qualifié? Je dirais que enfin, pour aller vers l'AE, je dirais que d'abord, quand un établissement veut... Alors, je n'ai pas enquêté sur les employeurs, mais j'ai quelques idées. D'abord, je pense que quand un établissement pense à une personne pourrait devenir aide-soignante, au lieu d'être faisant fonction, il va penser d'abord à la formation. Je pense qu'il y a une méconnaissance, voire une méfiance dans certains établissements, hein, de la VAE. Donc ça pourrait être changé. Donc je dirais que les employeurs auraient besoin aussi d'être un peu accompagnés, justement, pour mieux connaître la VAE, en comprendre les bienfaits et connaître les conditions auxquels leur personnel vont pouvoir se diplômer par là. C'est-à-dire qu'il faut leur dire qu'il faut faire des efforts, ou il faut leur laisser du temps aussi, parce que la VAE demande du temps. Et puis, l'autre raison, elle est un peu, je ne sais pas trop comment le résoudre, mais je crois qu'il y a un effet un peu pervers qui est anticipé. C'est-à-dire que pour un établissement qui a du mal à recruter du personnel qualifié, s'il a des faisans fonctions qui font le travail, elles sont un petit peu, disons, captives, voilà, oui, dans l'établissement. Elles vont rester là, leurs compétences sont reconnues, on leur permet de faire quelques tâches d'aide-soignante, elles sont contentes. S'ils obtiennent le diplôme, elles risquent de partir, parce que leur diplôme d'État leur permet d'exercer ailleurs, dans d'autres établissements, dans d'autres EHPAD peut-être, où les conditions de travail sont meilleures, ou dans des établissements hospitaliers, où elles seront mieux rémunérées, peut-être davantage reconnues. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est... voilà, Vous dites, et d'ailleurs, il y a un moment où on pourrait agir, et il serait vraiment pertinent d'agir, c'est après l'échec, en fait. C'est oui, à ce moment-là où il faut aller auprès oui, d'elles, oui, parce que c'est là que la spirale reprend. Oui. Et les met, parfois elle retourne, mais avec l'histoire de l'échec ouais, qui s'accumule et s'additionne. Merci beaucoup Anne-Marie pour toutes ces explications. Et c'est important, on a vu avec Anne-Marie comment accompagner ces professionnels et leur mission d'autonomie dans le champ de leur carrière, mais aussi c'est un enjeu dans le champ de leurs compétences, dans l'exercice même de leur métier. C'est le principe, c'est l'enjeu de la formation qui va avec. On a récupéré nos deux autres invités. Ils sont avec nous, Bertrand et Iris. Vous nous entendez bien ? Très bien. Oui, on nous entend. Ah bah super. Alors Bertrand, je disais tout à l'heure, documentariste sur ce secteur-là, sur ce sujet-là, prendre soin, première ligne. Et puis vous posez la caméra aussi, et le sociologue que vous êtes va au-devant par des ateliers de formation de ces personnes dans les établissements. Et on vous avait proposé, on vous avait perdu à ce moment-là, de résumer avec quelques mots-clés un peu le ressenti que vous aviez de ces professionnels quand vous les retrouviez sur leurs souffrances et sur leurs attentes. On va revoir s'afficher ces 4 mots que vous avez sélectionnés pour nous, et je voudrais que vous nous les commentiez. En quoi est-ce qu'ils sont emblématiques de cet état d'esprit et de ces attentes que vous rencontrez au début des formations? Oui, vous m'entendez du coup, ça marche? Très bien. Magnifique. Moi, je vais essayer d'être rapide. Oui, ce que j'essaie de dire avec ces différents mots, la boussole éthique, audace, pouvoir d'agir par les vrais. Bon, en les évoquant simplement, la boussole éthique, c'est pour moi quelque chose qui est très important en termes de, c'est-à-dire comment on fixe un cap ensemble, une culture partagée, sans forcément tomber dans la multiplication des protocoles ou le désir d'avoir des recettes à chaque fois, puisqu'on sait bien que ce sont des métiers, les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement, les métiers du visage. Ce sont des métiers qui sont faits de contradictions, en fait. Travailler, c'est faire avec la contradiction entre, par exemple, protéger quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, et en même temps lui permettre, de vivre vraiment, y compris dans sa liberté. On sent que tout ça, va pas de soi, en fait, et qu'il y a sans cesse une pesée éthique à faire pour que les choses, aient du sens. Donc la boussole éthique, c'est se donner un cap, mais c'est aussi se donner un horizon, hem, un horizon, voilà, en se rappelant ce que moi j'appelle des cultures, c'est-à-dire, des cultures qui me tiennent à cœur. Donc la culture du compagnonnage, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le terme accompagner, étymologiquement, ça veut dire, ceux qui partagent le pain, hein, donc c'est pas rien, ça veut dire qu'on est des copains.
Et quand on parle d'accompagnement, ça veut dire qu'on parle de ce compagnonnage, d'être des copains. Alors ça rentre toujours un peu en contradiction avec, ce qu'on entend aussi sur la question de la bonne distance. On dit qu'il faut rester à sa place et cetera. Or précisément accompagner, c'est être en compagnonnage. Donc voilà, est-ce que ça peut être une culture? Moi je le crois. Je crois aussi que ça peut être le pouvoir d'agir, puisque c'est un mot que j'ai utilisé, peut être aussi une culture pour les personnes concernées. Évidemment, c'est-à-dire comment on leur permet d'être non pas uniquement, acteurs, hein, parce que souvent c'est le terme qu'on utilise, il faut que vous soyez acteur, mais, on peut très bien être acteur d'une pièce qu'on n'a pas écrite, hein. Donc, l'enjeu, c'est au moins autant d'être auteur que acteur, c'est-à-dire de pouvoir, écrire sa vie, et je crois que les professionnels aussi, dans leur pouvoir d'agir, c'est-à-dire dans leur capacité, de retrouver du pouvoir d'agir sur leur réalité, hein, leur réalité propre, mais la réalité de l'accompagnement, ça c'est fondamental puisque ce qui crée de la souffrance, c'est ce que vous évoquiez, c'est justement ce sentiment d'impuissance. Enfin, c'est une banalité de le dire, mais voilà, comment on retrouve aussi du désir, du plaisir, du sens, hein. La boussole éthique, c'est le sens. C'est-à-dire, c'est pas une juxtaposition, de situations les unes à côté des autres. Quel est le sens global? À quoi je sers dans cette société? Quel est le sens politique de mon action? Ça, c'est une chose et puis après, c'est aussi une manière d'être à l'autre et avec l'autre qui part de ce qui est important pour lui. Ça me paraît très, important et puis enfin, je pour pas être trop long, j'avais parlé aussi d'audace parce que je trouve que dans nos métiers, on a beaucoup de courage. C'est-à-dire, le courage de continuer malgré tout quand c'est difficile et cetera et que parfois on a beaucoup de courage, mais peut-être, mais je suis trop extérieur, enfin, je veux dire, peut-être je suis pas légitime pour le dire, mais peut-être on pourrait avoir un peu plus d'audace parfois. C'est-à-dire l'audace, c'est pas, la force de continuer ce qui est difficile. L'audace, c'est d'essayer, de tenter, c'est de rentrer dans une forme de culture de l'expérimentation. Et moi, je suis toujours marqué par certains professionnels parfois dans les formations qui me disent: «Mais moi je suis un pragmatique, ça c'est un truc, un peu fantaisiste, ce que vous proposez, moi je travaille vraiment». Sous-entendu, si je travaille, c'est qu'il y a pas de plaisir. S'il y a du plaisir, de l'innovation, si on tente des choses, alors on serait plus en train de travailler. Et donc je m'étonne toujours de dire: «Mais en fait, moi ça me va si ça marche pour vous. Si ça vous donne du pouvoir d'agir, OK». Mais la plupart du temps, ce discours qui se veut très pragmatique s'accompagne aussi d'un autre discours qui est de dire: «On n'en peut plus, on est débordé» et cetera et cetera. Donc retrouver de l'audace, retrouver de l'imagination, ça c'est très important, autant sur les questions de posture, c'est-à-dire mon rapport à l'autre, que de structure, c'est-à-dire comment on s'organise, comment ça fonctionne en EHPAD. Enfin, ça faudrait le développer. Peut-être que c'est Mmh. ça aussi, cette question qu'il faut poser et peser, poser et peser, et qui est aussi un des termes enfin, de la souffrance, enfin, un des termes du problème, mais aussi peut-être de la solution si on arrive à le repenser ensemble. Avec, du coup, on le voit bien dans ces temps de formation que vous animez, que vous proposez un vrai travail sur les compétences du lien, et on en parle depuis ce matin, de leur nécessité et de leur difficulté à être exécutées, à être valorisées, que vous portez à travers cet esprit que vous nous communiquez aujourd'hui. Il y a des randos philo que vous organisez, il y a du théâtre forum, il y a des échanges, des discussions, tout ça se fait en groupe sur plusieurs jours. Vous le dites avec aussi beaucoup de joie, parce que c'est un moteur important, et aussi avec le matériel que vous avez comme documentariste, celui de vos documentaires, de vos films, que vous utilisez en appui, certains d'entre eux, notamment Prendre soin. Et je voudrais qu'on regarde un extrait, parce qu'il est beau et puissant de tout ce qu'on dit ce matin, et pour voir derrière comment aussi il vient s'intégrer dans ce champ de formation. On regarde tout de suite cet extrait ensemble. Que je te remercie pour tout ce que tu fais, pour toute ta gentillesse. C'est très, très, très beau, tout ça. J'ai l'impression que j'ai perdu cette audience, cette faculté de m'adresser à des gens. Je me sens très en retrait de moi-même. Je suis capable d'autre chose que ce que je donne. Il y a un décalage entre ce que je saurais donner et ce que je suis en train de donner, où je sais que je ne donne plus rien. Moi, ce que je déteste, c'est qu'on m'enferme, qu'on m'empêche de parler et que je vive toute seule repliée sur un mouchoir de poche. Il faut oser parler, oser dire, oser aller au-delà de ce qu'on sait dire. Pas parler de la pluie et du beau temps, parler en vérité, parler vrai. Je n'ai plus de liberté personnelle, je n'ai plus de liberté individuelle. Parce que je suis... C'est pas exposé que je veux dire.
Je suis sous la lunette de la maladie, de la capacité, et donc j'ai eu une grande désespérance de moi-même. Je n'ai plus l'idée, l'illusion que je vais remonter sur ma bête. J'ai fait beaucoup de choses avec des jeunes, de l'escalade, de la montagne, des sports assez Extrême. spectaculaires, assez violents, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup pratiqué, beaucoup fait pratiquer, beaucoup appris à pratiquer à des jeunes. Et je me suis sentie très, très responsable, et cette responsabilité m'a permis de grandir. Et maintenant, j'ai l'impression d'être redevenu un espèce d'élément perturbateur qui ne sert plus à rien. C'est dommage de faire des maisons spécialisées pour les personnes âgées alors qu'on ferait mieux d'y amener des enfants, des adolescents, des comics, c'est un peu tout évident, ça. évident. Comics. Évident. C'est mauvais, personne. Les vieux ne se livrent pas, ne se livrent pas en vérité, c'est une catastrophe. Et bien les jeunes vivent leur vie tout seuls et on n'a pas de contact. Il n'y a pas de... On n'a pas de quoi s'élever Ouais, ensemble. s'élever ensemble. Donc la vie, c'est ça, c'est d'arriver à monter ensemble. Et pas de rester chacun sur sa ligne de vie qui est étroite. Alors, comment on le voit dans cet extrait qui est à la mesure du documentaire, comment est-ce que vous intégrez ce matériel audiovisuel dans les temps de formation et en quoi c'est aussi un vecteur pour parler de la réalité du métier et donner confiance pour aller vers de nouveaux horizons de mission? Ouais, alors peut-être sur le fond et la forme, enfin sur ce qu'on vient de voir sur le fond et puis, d'abord, un mot sur la forme justement, puisque vous m'y invitez. Bon, moi j'ai l'impression que le documentaire, comme le théâtre, comme c'est mettre du corps dans la pensée. On a besoin, pour bien penser, de mettre du corps, d'incarner les questions qu'on se pose. Moi je le dis souvent, j'ai pas du tout le sentiment qu'un documentaire, est représentatif de quoi que ce soit. L'enjeu, c'est qu'il soit parlant, et qu'il nous donne du coup, parce qu'il est parlant, envie de parler, envie de penser ensemble. Voilà, donc l'enjeu d'un documentaire comme celui-là, s'en servir en formation ou s'en servir dans des projections débat, c'est toujours, tenter d'incarner une question, sans prétendre à sa représentativité, mais en essayant de donner envie de penser, à travers, cette manière d'incarner, voilà, la question. Donc voilà, je m'en sers, bon évidemment entre mon métier de sociologue et le métier, de réalisateur, il y a plein de passerelles, hein, parce qu'évidemment, ce sont des supports de formation, vous l'avez dit, mais c'est aussi beaucoup de gens que je rencontre, du coup, et qui me permettent après, de devenir des personnages de films. Je dis personnages parce que quand on est filmé, on devient de fait un peu un personnage, et donc il y a ce jeu, entre les 2, est assez fluide pour moi, assez évident. Et ensuite, quand on prend un extrait comme ça, donc, vous voyez, dans un documentaire, il y a beaucoup de moments aussi où les gens vivent, où on n'est pas forcément dans des témoignages comme ça face caméra. Mais je trouve que là, on a une parole, par exemple, que moi je trouve magnifique, enfin, parce que c'est une personne qu'on voit dans le film. Alors là, on n'a qu'un extrait, mais cette personne qu'on voit là et qui nous dit ça, c'est aussi quelqu'un qu'on a vu avant, vraiment au plus mal, dans une grande dépression, mais aussi dans des moments qu'on pourrait qualifier de délire, même si j'aime pas du tout le terme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a atteint la maladie d'Alzheimer et qui a des pertes de repères très importants et qui, en même temps, est capable de nous dire ça. C'est-à-dire, pour peu qu'on pose une caméra, qu'on prenne le temps, pardon, d'ouvrir sa parole, de lui dire, de parce que c'est souvent cette question qui se pose, c'est-à-dire que pour des gens à qui on donne peu la parole, finalement, et au nom aussi du fait un peu paradoxal que, une des règles identitaires de l'accompagnement, c'est la confidentialité. Donc il ne faut pas que ça se sache, ce qui est dit reste entre nous. Bah, là, précisément, c'est l'inverse. Ce que vous avez à dire, ça m'intéresse et ça intéresse plus de gens et ça vaut la peine d'être entendu. Et donc du coup, quand on a ce témoignage, je le répète, qui est un témoignage qui vient d'une personne qui, par ailleurs, dont on dit: «Bah, elle est complètement délirante», enfin, on n'a plus accès à elle. En fait, on se rend compte que si, qu'elle a une expérience incroyable et qu'elle nous dit plein de choses, enfin, sur la question notamment de la responsabilité,
dans les lieux qu'on propose, et c'est ça qu'on peut travailler en formation, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des lieux de mixité plutôt que des lieux, de moi, ce que j'appelle des monocultures de l'aide institutionnelle, c'est-à-dire avec les mêmes personnes qui se ressemblent toutes? Qu'est-ce que ça veut dire d'entendre ce qu'elle a à dire dans une optique de pair et danse? Qu'est-ce que ça veut dire, de permettre à des personnes qui sont comme ça, âgées dépendantes, d'être encore dans un rôle de contribution? C'est-à-dire de servir à quelque chose, et le terme, c'est-à-dire d'être utile, pas d'avoir une place, que quelqu'un m'attende quelque part. Voilà, toutes ces questions fondamentales, je crois que c'est plus fort, plus percutant, plus incarné quand cette femme le dit, que quand moi je le dis de manière, moins incarnée évidemment, plus théorique, sans doute aussi. On reviendra vers vous, mais je voudrais faire un rebond et un regard avec Iris, si c'est possible, si elle est avec nous connectée. J'espère. Voilà, depuis la Suisse, et avec vous prendre un regard peut-être un peu plus large sur ce que sont ces formations, celles portées sur les compétences du lien par Bertrand, on l'a vu, et d'autres aussi, de l'école de haute santé où vous travaillez depuis 7 ans. Vous suivez de près la place que la formation professionnelle joue aujourd'hui dans le changement des pratiques. Et pour ce faire, vous avez notamment des études qui suivent un certain nombre de structures de formation. On est dans le secteur là aussi du grand âge, pour voir un petit peu comment elles s'intègrent et elles activent aussi les compétences. Et vous portez en amont de cela un regard que je trouve très intéressant, parce qu'aussi historique et même épistémologique sur ce qu'est la formation et la formation continue dans ce secteur-là. Et vous dites qu'il y a eu une sorte de bascule autour de l'an 2000 sur la place de cette formation et la manière dont elle est adressée par les structures. De quoi s'agit-il exactement ? Ouais, cette bascule, en fait, elle est bien identifiée dans le résumé de la session qui est dans le programme. Effectivement, elle se situe à peu près autour des années 2000, et c'est une bascule, pour faire vite, qui fait passer les questions les questions autour de la qualité en établissement, depuis des problématiques de quantité vers la question de la qualité. Donc on est avant dans des interrogations autour du nombre de lits, du nombre d'aides, du ratio autour des emplois, du nombre de places disponibles, et cetera, vers on commence à s'intéresser à partir des années 2000 vraiment à la question de la qualité des pratiques. Et donc, ce faisant, on bascule d'un problème politique et sociétal vers un problème qui est désormais défini comme un problème professionnel et qui se règle dans la sphère professionnelle. Et dans cette bascule, la formation, et en particulier la formation continue, occupe une place de choix en tant que moyen d'opérer le changement et d'améliorer les pratiques dans le secteur. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que donc on a regardé aussi les textes officiels qui préconisent en fait la formation, et où on a constaté que la formation est souvent la première chose qui est conçue comme permettant d'atteindre ce but. Mais la formation à quoi, par qui et comment, c'est très rarement précisé. Ça commence à l'être un peu, mais pendant très longtemps, en fait, les textes officiels ne le précisent pas du tout. Et par conséquent, le modèle qui se met en place, et depuis 20 ans, c'est un modèle dans lequel cette politique de la qualité, elle se développe sur un mode libéral, où en fait il revient au champ de la formation de formuler des propositions, et aux établissements de financer la formation et de faire un choix sur ce marché qui se dessine de cette façon-là. Avec, vous le dites, une difficulté, parce que le marché en ça est très éclaté, pas forcément de stratégie pour l'adresser non plus de la part des établissements, et donc beaucoup de formations qui arrivent, qui sont un peu erratiques, parfois même, vous le dites, contradictoires, et où les salariés se retrouvent un peu presque d'une certaine manière pris en otage. Quel constat vous avez pu faire de ce côté un peu paradoxal, contradictoire, et des effets finalement assez négatifs qu'ils peuvent avoir sur l'évolution et la montée en compétences des salariés ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme de prise en otage, notamment parce que quand on interroge les professionnels, ce qu'on a fait dans le projet de recherche dont il est question ici, on est allé les interroger avant, pendant et après la formation. Et avant la formation, en fait, ils nous disent la plupart du temps ô combien ils se sentent reconnus par le fait d'être sélectionnés pour participer à des formations, et comment le fait de participer à ces formations et d'être formés leur donne le sentiment à la fois d'être important en tant que personne pour les structures dans lesquelles ils interviennent, mais aussi donne de l'importance à leur pratique et à la qualité de leur pratique au quotidien. Donc, je reviendrai en fait sur cette question de prise en otage, mais pour répondre à votre question sur la mesure qu'on a utilisée, on s'est notamment intéressé dans les entretiens qu'on a réalisés au degré de polyphonie des discours professionnels, enfin des discours des professionnels sur le terrain après la formation. C'est-à-dire que dans leur discours, on retrouve en même temps
les recommandations et les injonctions qu'ils ont reçues dans les formations, les attentes de leur métier d'origine et de leur rôle propre, les lois qui prévalent, les règlements locaux et puis aussi des esthétiques personnelles, et cetera, et cetera. Donc leur discours, en fait, amalgame beaucoup de discours différents. Et ce degré de polyphonie, à notre sens, il témoigne du fait que le déploiement de cette politique de la qualité sur un modèle marchand, en fait, il ne permet pas de définir une autorité au sein des connaissances qui sont mises en compétition les unes avec les autres. Et donc, c'est au marché de décider et aux professionnels de première ligne, in fine, de composer en fait avec toutes ces contradictions et avec l'empilement de normes, nécessairement arrive l'augmentation des contradictions. Donc, pour revenir à la question de la terminologie en termes d'otages que vous avez utilisé au début, je pense que si on devait utiliser une métaphore, pardon, je pense qu'on pourrait plutôt utiliser, enfin en tout cas, j'utiliserais plutôt celle d'homme et de femme orchestre, avec toute la difficulté que représente le fait et qu'on s'imagine de jouer de la trompette en même temps qu'on fait de la grosse caisse. Parce qu'au fond, c'est un peu ce qu'on leur demande de faire. Vous appelez à partir de ce constat-là à un changement de paradigme qui est à la fois un changement de vision de ce qu'est la formation elle-même, dans la manière dont elle est reconnue, perçue, valorisée dans l'organisation et dans l'établissement, et puis de perspective sur ce qu'on veut en faire et ce qu'on investit pour ce que c'est. En quoi consiste ce changement de vision, de perspective pour vous, et en quoi est-ce qu'il peut permettre de faire de la formation un vrai moteur de changement de pratique ? Bah, en fait, la nature marchande du modèle, elle a des impacts à la fois sur les rapports de pouvoir et les relations, mais aussi des effets sur l'applicabilité des préconisations qui sont faites en formation. En fait, auprès des établissements, les formateurs, dans ce modèle, ils occupent une place où la possibilité d'une autorité experte, elle s'insère dans des relations de clientèle. Et où les directions, notamment, elles peuvent requérir d'eux qu'ils se conforment à un statut de prestataire de service, parce que c'est ce que requiert le modèle des relations marchandes. Et donc concrètement, ça se traduit par exemple par des refus par certaines directions d'appliquer certaines solutions ou d'adapter certains modes de fonctionnement pour les rendre possibles. Et dans ces cas-là, la formation, elle apparaît comme une forme de parenthèse, une espèce de temps extraordinaire dans lequel les formateurs, ils ont le pouvoir de définir un monde idéal où tout est possible. Mais si les rapports de pouvoir qui sont en partie masqués par les relations marchandes ne sont pas explicités avec les directions, il y a une possibilité pour que cette parenthèse, en fait, elle se referme aussitôt que la présence de la formation, enfin la présence des formateurs ne soit plus en place. Donc tout à l'heure, on parlait, dans la session précédente, on parlait de la question de la formation in situ. Et en fait, le fait de faire de la formation in situ, ça ne règle pas forcément le fait que le pouvoir décisionnel revient notamment aux managers et aux directions d'établissement une fois que la formation a disparu. Ouais, vous dites d'ailleurs, parfois même ils se retrouvent dans une salle à rien faire, à prendre des cafés, à discuter, et ils se sentent coupables du coup d'être visibles par une porte vitrée par les autres qui les voient, entre guillemets, rien faire. Alors que dans les faits, ils font, et c'est pas un temps calme qui se passe là, c'est vraiment un temps de montée en compétences. Et je me dis, est-ce que finalement, pour investir mieux ce type de temps-là, où on va faire venir des aides-soignantes, des infirmières, le management, la direction aurait aussi intérêt à être mobilisé beaucoup plus dans ces temps de formation qu'ils ne le sont aujourd'hui? Oui, mais en fait, ils le sont. Dans les formations qu'on a observées, souvent, il y a le directeur ou la directrice qui était présent en même temps que les femmes de ménage ou que des soignants. Ça ne règle pas tous les problèmes, notamment pour ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que les formateurs restent dans des relations de prestataires, en fait, auprès des directions qui peuvent, du coup, se comporter dans les sessions de formation très différemment du reste des employés. Là où je pense que c'est important de visualiser en quoi les formations modifient ou non le mode de fonctionnement des établissements, c'est que les réformes qui sont proposées par les formations, elles ne touchent pas seulement aux gestes et aux micro-interactions entre les personnes, elles touchent aussi à des éléments qui engagent des principes fondamentaux de réflexion et d'organisation du travail. Et de ce faisant, elle touche aussi de nombreuses institutions qui coexistent dans les prises en charge, et notamment les institutions qui sont liées au monde du travail, comme les chaînes hiérarchiques et les divisions du travail. Donc, quand on préconise, par exemple, que les résidents ils agissent réellement et qu'ils aient un vrai impact sur les situations,
que, par exemple, on leur laisse faire le ménage de leur chambre parce que ça permet de les mettre en mouvement, ça permet de leur donner des responsabilités, par rapport à leur environnement. Ça pose la question des frontières entre travail et non-travail, entre service entre service qui a été payé et travail fourni par les résidents. Ça pose des questions aussi d'attente, ça réforme éventuellement la définition de qu'est-ce que c'est que la qualité. Quand c'est le résident qui a fait la poussière de sa chambre, est-ce que c'est acceptable que l'institution laisse une chambre dans laquelle peut-être que la poussière n'a pas été faite parfaitement? Par exemple, voilà, ça implique de se reposer toutes ces questions-là. De la même manière, par exemple, on a suivi un établissement dans lequel il avait été décidé en formation que ça serait, une résidente qui écrirait désormais le menu, de midi sur un panneau et que ça serait elle qui aurait cette responsabilité-là. Et puis quand on est revenu 1 an après, pour voir qu'est-ce que c'était devenu, bah, en fait, la directrice avait trouvé que cette résidente, elle écrivait vraiment trop mal et que, c'était pas, harmonieux. Et donc la définition du beau, de l'espace harmonieux pour tous et cetera, c'est aussi quelque chose qui est fondamentalement, à discuter, quand on remet en chose et quand on remet en cause, en fait, les questions de qui fait quoi, et ça, ce sont des choses qui sont importantes à poser. Et dernier exemple, quand on dit: «Le patient au centre», et qu'on dit que c'est lui qui doit décider, ça implique notamment qu'on puisse faire remonter les décisions depuis, la base et en fait que l'information puisse partir de lui et que les décisions organisationnelles puissent partir des professionnels de première ligne. Ce qui va complètement à l'encontre de l'organisation traditionnelle du travail dans lesquelles les chaînes décisionnelles sont plutôt descendantes. Et donc sans cette inversion et sans une redéfinition du pouvoir décisionnel, ou de ce que doit être le service, bah, nos observations, en fait, elles montrent que c'est difficile de rendre, ces maximes, effectives et indépendamment de la très, très bonne volonté des gens qui sont formés en première ligne. Vous avez, et c'est là aussi une des vertus de vos recherches, des observations très concrètes de terrain, et notamment vous dites, bah oui, mais quand vous avez des dirigeants qui viennent dans les formations partagées, ils gardent leur portable allumé, et quand le portable sonne, ils sortent, et les autres ne l'ont pas allumé. Donc on retrouve que finalement cette hiérarchie de décision est réinvestie dans le temps même de la formation, qui devrait être un temps changeant un peu par rapport à ça. Je voudrais avoir le regard de Bertrand par rapport à ça, parce que là aussi, vous les faites travailler sur les compétences du lien. Le lendemain, ils ont des indicateurs, le lendemain, ils ont des plannings, le lendemain, ils ont des décisions descendantes qui arrivent, des urgences qui s'accumulent. Comment est-ce qu'on peut pérenniser l'acquis de tout ce que vous nous avez porté dans le temps de la vie de la structure après? Et est-ce que la mobilisation des dirigeants, là aussi, plus, est un enjeu? Oui, moi j'écoutais avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce qu'a dit Iris, parce qu'il me semble qu'effectivement, en tout cas, quand on est en formation et quand on est formateur, on est vraiment confronté à ça. C'est-à-dire, moi je dis toujours, et c'est encore une banalité de le dire, qu'il faut agir à la fois sur les postures et sur les structures, en fait. Et que si on agit que sur les postures, si on se dit: «Bah, on va travailler notre rapport à l'autre, la capacité, d'attention, de disponibilité et cetera, de partir de ce qui est important pour lui», ça me semble fondamental, enfin, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, on sent bien que si c'est pas accompagné, dans la structure, la possibilité que ça soit effectif, c'est-à-dire oui d'accord, mais si on n'a jamais, si je suis ASH, je Mmh. participe, à une formation comme ça et en fait, dès que je parle à quelqu'un, je me fais engueuler, bah, c'est pas possible. De la même manière qu'on va pouvoir dire: «Ah oui, c'est important que les personnes accompagnées, participent, soient au cœur des décisions», vous l'avez dit. Mais si dans les faits, les structures de décision, les instances de décision, bah, elles sont jamais invitées et que, non seulement être invitées, mais en plus, parce que c'est une chose d'être consulté mais c'est une autre chose encore de participer à une codécision. Bref, on sent bien qu'on et ça peut créer beaucoup de frustration si les 2 si on n'avance pas et sur les postures et sur les structures. Voilà, parfois, autrement, les gens ont et ils ont raison, ont le sentiment d'être dans un jeu de dupes, quoi, de dire, «OK, c'est super ton truc, mais en fait, dans les faits, en fait, moi, je peux pas, ça marche pas, j'ai pas d'occasion» et cetera. Ce qui nécessite aussi, de peut-être de repenser aussi une gouvernance partagée, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, qui décide? Est-ce qu'on peut créer des courts-circuits ou dit autrement des circuits courts, en fait? C'est-à-dire, où finalement les chaînes de décision ne soient pas toujours les mêmes, et toujours de manière pyramidale? Est-ce que, voilà, ça, c'est sûr que alors ça dépend où, je voudrais pas faire de généralité, mais on est assez loin de ça et c'est vrai que parfois on laisse des professionnels un peu moi j'ai beaucoup animé, des séminaires de réflexion autour de comités éthiques, de comités de bientraitance et cetera. Les gens ont plein d'idées, plein d'envies, plein d'énergie, plein d'imagination
Et donc du coup, on nourrit ça et on se dit: «OK, mais si c'est pas suivi des faits, si on s'est pas repris derrière pour que ça s'inscrive dans une structure», on sent bien que, on peut, nourrir de la frustration et finalement, ça peut être vraiment contre-productif. Et c'est là où en tant qu'intervenant, moi je pense que c'est intéressant de dire: «OK, c'est intéressant d'intervenir dans ce cadre de formation continue», mais aussi de réfléchir, moi ce que j'essaie de faire par ailleurs, à l'accompagnement de structures différentes. C'est-à-dire, comment on peut imaginer, un EHPAD qui serait, concrètement, plus ouvert, avec de la mixité de public, avec des enfants, avec, des chambres d'étudiants, comment on peut imaginer concrètement, que les aidants, contribuent à la vie quotidienne de l'établissement, enfin, donc et ça c'est structurel. Voilà et ça, on peut pas juste, en remettre la responsabilité, aux salariés, aux professionnels. Voilà, c'est une question presque, j'allais dire, c'est une question politique, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'on propose comme modèle d'accompagnement? Voilà et c'est pas on peut pas faire de l'accompagnement qu'une question soit de relation, soit de gestion. «Ah oui, mais on gère». Non, c'est une question politique, c'est des choix politiques qu'on fait, enfin et c'est des modèles qu'on choisit et voilà et il faut aussi pouvoir discuter à ce niveau-là, sinon ça reste souvent vain. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci de nous avoir retrouvés, c'était précieux, Iris et Bertrand. Merci à vous, Anne-Marie, aussi, de nous avoir éclairés, puis avec cet enthousiasme aussi qui au-delà de vos travaux, est important pour partager ces sujets-là. On va avoir le dessin, normalement, d'Émilie qui va arriver sur cette séquence-là aussi. On va le partager tous ensemble. Voilà, il s'affiche « Construire des parcours professionnels », la fameuse serpillothérapie entre ménage et soins. Hein, l'importance de l'engagement, s'appuyer sur l'expérience de ceux que l'on accompagne, c'est un grand enjeu. Le prendre soin de Bertrand, voilà, une belle image pour la suite peut-être avec cette boussole éthique et ce pouvoir d'agir à mettre en œuvre, on le voit. Et puis à travers les VAE, ce que vous disiez, cette échelle compliquée à monter de ces personnes éloignées de l'école, de ces trajets coûteux, de cette méconnaissance de la VAE, de ces expériences partielles, tout ça dit ce que vous nous fait résonance avec ce que vous nous avez dit bien évidemment et le besoin d'accompagnement. Ce petit barreau d'échelle en plus qu'il faut, et vous avez bien signalé à quel point il était important, et aussi comment le mettre. Porter la VAE, c'est un des enjeux pour les établissements. Merci Émilie, merci à vous tous. On va revoir d'ailleurs pas mal des dessins d'Émilie depuis ce matin, puisque ensemble ils composent une fresque assez éclairante et inspirée de nos échanges. Et puis on se retrouve juste après pour le dernier de nos débats de cette journée.